Donc on arrive à la fin, puis après, il y aura encore du café et quelques gâteaux après. Et avant de démarrer demain les vrais keynotes et la vraie grande conférence. Donc là, on reste sur les sujets plus niches, plus avant-gardistes. Voilà. Je vous remercie d'être resté pour la track souveraineté numérique. Et là, on va parler, alors en anglais, on l'a traduit par Technology and Technologists in Action. Voilà, les gens qui font... les acteurs de la technologie qui se disent qu'il faut faire quelque chose. Donc ouais, peut-être je vais vous laisser vous présenter, Hélène et Kevin. Je t'en prie, Hélène. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Hélène Maître-Marchois. Je suis cofondatrice d'une coopérative qui s'appelle Fairness, l'équilibre, l'équité, tout ça. Et on est spécialisé dans les développements de logiciels métiers assez complexes, avec une particularité, c'est qu'on fait du numérique responsable. Donc on essaye toujours d'aller au plus simple, au plus pertinent et surtout au plus léger pour que les utilisateurs de nos plateformes et de nos logiciels puissent garder leur device le plus longtemps possible. Salut, moi c'est Kevin Dinglas, je suis avant tout développeur en particulier de logiciels libres et j'ai participé à la fondation d'une société coopérative également qui s'appelle Letiel.coop qui a fêté ses 10 ans cette année. Et ça me fait penser à quelque chose. Et qui regroupe maintenant 70 développeuses et développeurs. Bon, il y a quelques fonctions support, mais en gros une majorité de développeuses qui font du développement sur mesure, pas forcément éthique. Je pense que c'est la différence principale entre nos deux coopératives. Nous, on a un petit peu de Larsen. Bien sûr, on fait un petit peu on travaille pour le mouvement coopératif, on travaille pour des assos, on travaille sur le numérique responsable un petit peu aussi, mais la majorité de nos clients, c'est des clients de l'économie classique, quoi, et on fait des prestats vraiment plutôt classiques. Ce qu'on considère important, ce qu'on essaye de travailler, principalement, nous, c'est comment, si possible, à relativement grande échelle, mettre en place une démocratie d'entreprise, une meilleure répartition des richesses, etc. C'est un peu faire l'embryon de la société qu'on voudrait en interne, pas forcément avec qui on travaille. Voilà. Donc l'éthique, technologie de l'information et de la communication, et l'éthique, on verra. Voilà. Non, et puis aussi, tu fais API Platform. Enfin, vous faites API Platform, le framework open source qui avait une track à côté. Hein, si je me permets de le dire, mais... Ouais, exactement. Quand je disais développeur de logiciels libres, c'est principalement cet outil-là qui est un outil open source et libre qui permet très facilement, normalement, de créer des API et des outils qui vont les consommer. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, j'ai une question. Et qui aujourd'hui connaît le mouvement On est la tech? Une personne? Ouais, voilà, c'est juste parce que justement, peut-être. Alors, parce que justement, Hélène, Kevin et moi en petite partie à la sauce, mais on s'était dit justement qu'il y avait quelque chose à faire. C'était il y a 3 ans. 3 ans. Justement, l'enjeu. Sur l'enjeu, à la base, c'était par rapport aux réformes sur les retraites. Et ensuite, après, ça a beaucoup évolué. Alors peut-être, Hélène, tu veux dire un peu comment tout ça... Qu'est-ce que le collectif aujourd'hui et comment ça a démarré? Alors, comment ça a démarré? En fait, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'était le mouvement des Gilets jaunes qui était sur l'hiver 2019, donc le novembre-décembre 2019, et la réforme des retraites. Sur laquelle on a vu descendre pas mal de corps de métiers. C'est-à-dire que les avocats descendaient dans la rue tous en robe, les médecins descendaient déjà dans la rue en blouse. Et je me souviens d'une conversation Twitter qui a dû peut-être durer un week-end, très intense, sur qu'est-ce que le numérique, justement, pourrait apporter à ce mouvement, voilà, et comment est-ce qu'on peut se considérer comme effectivement un corps de métier. Le problème avec le numérique, c'est qu'à la fois on est partout et en même temps on est nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps d'État, il n'y a pas de syndicats très forts aujourd'hui. Il en existe quelques-uns, mais ils n'ont pas énormément d'impact. Et surtout beaucoup de membres. Je pense que c'est surtout leur difficulté à rassembler des membres aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que justement on pourrait peut-être politiser un petit peu les gens qui sont dans la tech et qui aujourd'hui en fait ont quand même pas mal de pouvoir, parce que sans les techos, je pense que l'économie d'aujourd'hui aurait peut-être un peu plus de mal à fonctionner. Et on s'est dit surtout, est-ce qu'on est les seuls à se dire, on a envie de descendre dans la rue, mais en même temps, comment on descend? Enfin, je veux dire, voilà, on va se prendre nos claviers, nos post-it, parce que moi, je suis plutôt PO. Voilà, comment est-ce qu'on se rassemble là-dessus? Et donc, on était sur cette conversation de peut-être une dizaine, je pense, un truc comme ça. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on est 10, en même temps, on se connaît, on se croise, et on sait ce qu'on pense les uns les autres, mais est-ce que d'autres sont dans le même cas que nous?
Est-ce qu'ils ont aussi envie de descendre dans la rue, mais sans savoir trop, voilà. Et puis il y avait une autre question qui se posait, qui était est-ce qu'on est vraiment les plus concernés par cette réforme, étant donné que dans le milieu de la tech, on a aujourd'hui la chance, le luxe, je dirais, d'avoir quand même une forme de plein emploi, d'être plutôt dans des salaires qui ne sont pas désagréables aussi. Et donc, effectivement, est-ce qu'on est les plus concernés? Parce qu'il y a des gens qui descendent parce qu'effectivement, ils n'arrivent plus à bosser, ils n'arrivent plus à faire les courses pour nourrir leurs enfants. Nous, c'est clairement pas aujourd'hui notre cas, mais en même temps, on se sentait quand même solidaire de ces gens-là, et puis c'était pas un modèle de société qui nous faisait rêver. Donc, on a constitué un premier appel, et il nous a un peu échappé. C'est-à-dire qu'on l'a fait tourner dans nos premiers cercles, et on a eu très vite énormément de signatures. On était à plus de 2000 à la fin. Plus de 2000 pour le numérique. Pour des salariés du numérique qui se positionnent publiquement, c'est beaucoup. Et politiquement. Et politiquement. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous a un peu échappé. Et puis, surtout, la presse s'est un peu emparée du sujet aussi, ce qui a fait prendre de la vitesse au mouvement, parce qu'il y avait le mouvement des tech clash aux États-Unis, des salariés de Google qui n'étaient peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'on leur demandait de coder. Enfin, dans la Silicon Valley, il y avait plusieurs entreprises dans lesquelles, effectivement, les salariés du numérique, enfin, en tout cas, les ouvriers du numérique et les travailleurs du numérique ne voulaient pas aller dans le sens des grosses boîtes tech. Et donc la presse aussi s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Ça a l'air intéressant. Et voilà. Donc c'est vrai que le collectif est né un peu d'un premier appel qui était vraiment hyper opportuniste, en tout cas assez spécifique sur la réforme des retraites au départ. Et puis on s'est dit peut-être que voilà, il pourrait y arriver quelque chose. Et puis pour la suite, vas-y, je parle toute seule. Ouais, puis sur l'appel lui-même, quand on s'est demandé comment on peut agir, comment on peut avoir un peu d'impact là, sur cette question de la réforme des retraites, on s'est dit qu'on avait quand même un avis à donner sur quel est l'usage que l'on veut de la technologie. Et l'appel, quand même, assez vite, s'est transformé d'un truc qui devait être ce serait bien d'aller au manif la semaine prochaine en un manifeste qui réclamait un autre projet de société et un autre usage de la technologie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu, d'une part, les médias qui s'en sont emparés, et d'autre part, vraiment beaucoup de monde qui sont reconnus dedans, parce que ça ébauchait déjà ce qu'on essaye de faire là avec la traque de demain, et puis avec la constitution du collectif, qui est de dire bon, voilà, si on prend un peu de hauteur, qu'on sort un peu le nez du clavier 2 minutes, on voit que la société, voire l'humanité, va droit dans le mur, que la crise écologique, elle est terrible, que les inégalités sociales sont de pire en pire, que les richesses sont toujours plus concentrées. Enfin, il n'y a quand même pas grand-chose qui va. Et même si nous, à l'échelle individuelle, effectivement, on s'en tire plutôt pas mal, déjà, c'est pas dit que ça va durer éternellement, entre autres à cause des questions écologiques. Et puis ensuite, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où, bon, pour nous, ça va à peu près, mais dès que tu sors dans la rue, c'est plus compliqué, quoi. Et assez vite, c'est passé de OK, il faut préserver ce qui reste préservable, type le système de retraite en France, mais surtout, on est dans un milieu qui a l'habitude de s'organiser, de proposer des choses, qui est quand même dans le secteur économique, qui est la locomotive du capitalisme mondial. Si les boîtes de la tech, elles ont réussi à devenir aussi grosses et aussi puissantes maintenant, c'est parce qu'il y a des gens qui, à un moment, ont créé ces programmes, ont ces méthodologies, ces modes d'organisation et tout ça. Et comment on pourrait mettre ces compétences, cette expérience, puis les outils eux-mêmes, au service de créer quelque chose qui soit bénéfique à tous, plutôt que juste à enrichir quelques personnes dans la Silicon Valley, quoi, plutôt que d'aller de pire en pire, on veut aller en peer-to-peer, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Ouais. Les blagues de Mehdi, il y a un compte spécial. Non, mais marketing, on est bon là. Tu voulais dire, Hélène? Oui, non, je disais qu'effectivement, c'était aussi à l'origine le projet d'Internet et du libre et de la décentralisation et de l'accès à la connaissance du web au départ. C'était ça aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont vu la richesse de cette connaissance-là et ils se sont accaparés et donc ont effectivement produit de la richesse à partir de ce travail-là. Mais c'est vrai qu'il y avait une idée, en tout cas, de partage et de commun qui était hyper intéressante au départ. Et en fait, c'est cette idée-là qui nous anime aussi au départ, quoi. Puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de sujets qui sont technologiques. Je prends l'exemple de la 5G ou d'autres, hein, ou plein de sujets, où les techniques ne sont pas tellement mis dedans. C'est reste des sujets technocratiques, voilà, commerciaux, industriels, mais aujourd'hui en France, il n'y a pas de référent technique
pour dire, pour avoir une vraie vision qui représenterait un peu la vie des techs moyens en France, de dire voici nous techniquement en fait comment se passent les choses. Moi ce que j'ai vu c'est l'aspect sur l'écologie. Quand on voit un Jean-Marc Jancovici et son succès médiatique, c'est un ingénieur. Enfin, vous voyez qui c'est Jean-Marc Jancovici? À peu près, ouais, c'est ingénieur des mines ou je crois Polytechnique. On l'a eu en intervenant, Jean-Marc Jancovici, aux APIDES en 2018. Toujours, on est très early. Hein. Donc là, vous voyez des choses très early encore, mais dans 3-4 ans, vous voyez, c'est mainstream. Ouais, donc on l'a reçu en 2018. On lui a demandé de faire un talk sur le numérique. Il a fait le même talk que d'habitude. Pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il fait le même talk tout le temps. Mais on le réécoute à chaque fois. Et voilà, mais il arrive avec cette logique technique, ingénieur, qui explique les choses. Il a des opinions politiques derrière, c'est un être humain, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est le référent, et quand les gens le clashent sur le nucléaire ou quoi que ce soit, il répond avec des faits, avec des technologies, il répond avec des choses, et à la fin, les gens s'en retrouvent limite déroutés parce qu'ils ont quelqu'un qui sait de quoi il parle en face, quoi. Et l'idée, c'était de se dire, mais comment on pourrait avoir un collectif de gens qui comprennent le numérique et qui pourraient être des référents pour les journalistes, pour les politiques, pour des acteurs industriels ou pour la société en général, qui sont capables de dire comment les choses se passent, quoi. Et oui, comment vos données sont utilisées, bah oui, c'est comme ça. Quand vous cliquez ici, voici ce qui se passe. Je me rappelle d'un article sur Hacker News. Quelqu'un avait mis « Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une recherche Google ?» Alors, il y avait tous les techs qui s'étaient amusés. Ils avaient fait 10 pages sur « Qu'est-ce qui se passe quand vous tapez au clavier ?» Donc, c'est transcodé en binaire et ainsi de suite, machin. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau, TCP/IP, machin, les paquets. Puis après, où les données sont utilisées. Ils en ont fait, je crois, un wiki, genre 90 pages. Quand vous faites une recherche Google, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quand même 30 pages sur où est la donnée, qu'est-ce qu'elle va être utilisée, pourquoi, où est-ce qu'elle va aller, et ainsi de suite. Et voilà, et c'est des gens qui sont capables d'expliquer ce qui se passe aux citoyens, quoi, tout simplement, pour qu'il ait les meilleurs moyens d'action. C'est un peu... Macron, il avait fait comment on appelle ça, quand il a demandé à 150 citoyens sur la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, voilà, bon, ça donne ce que ça donne, mais là, il leur fait une nouvelle là, sur... Il va s'en foutre aussi, je pense. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, voilà, mais l'idée, c'est quels sont les citoyens sachants sur ce sujet qui peuvent s'organiser pour expliquer aux gens. Voilà. Moi, depuis 2 ans, vraiment, j'ai vu qu'il y a ce besoin. Et Jancovici, pour moi, c'est un exemple de dire, ouais, c'est attendu d'avoir quelqu'un un ingénieur qui explique des trucs et pas d'un politique aussi bien de gauche que de droite, ou pour lequel ses opinions vont passer la réalité de ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Et je pense que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a clairement ce besoin-là, surtout quand on voit le traitement médiatique des sujets de technologie, de vie privée, etc., où c'est généralement n'importe quoi. Mais il y a aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, un manque de culture politique, et y compris des théories politiques qui ont bâti les technologies qu'on utilise au quotidien chez les développeurs. Et ce qui était assez frappant quand on a publié le manifeste, c'est que les premiers signataires, voire même les premières demandes d'amendement, c'est des développeurs très très connus. Vous avez encore la liste des gens sur le site qui est disponible, qui sont pour certains parmi les pères ou mères fondateurs de l'Internet en France, et qui ont participé à la création du web, de plein de logiciels libres très connus, etc., qui sont très très spécialisés, mais qui l'ont fait avec une vision politique de la technologie, qui est celle du mouvement du logiciel libre, des communs, de Aaron Swartz, de Lessig, de Code is Law, etc. Et à un moment, ces personnes qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément toutes très âgées, tu vois qu'il y a quand même une différence énorme entre les développeurs très expérimentés qui connaissent ces trucs, qui ont lu les livres et qui connaissent en partie les théories politiques qu'il y a derrière, et puis les gens qui les utilisent et qui ont été formés à la va-vite dans un truc de reconversion et qui ne comprennent pas les enjeux des technologies qu'ils utilisent, voire qu'ils développent. Et du coup, nous, il y avait un peu le double truc de, d'un côté, permettre d'expliquer la technologie à ceux qui ne la connaissent pas, mais aussi d'expliquer les conséquences et les idées finalement qui ont été mises dans la manière dont est fait le socle technologique, et en particulier celui du logiciel libre, auprès des développeurs. C'était un peu l'idée du deuxième texte qu'on a fait après l'appel, parce que l'appel était quand même très centré sur la réforme des retraites. Et après, on a retravaillé sur un autre qui est une autre tech est possible. Et ce texte-là, effectivement, repartait donc de la capacité d'action qu'on avait et de la forme de responsabilité qu'on avait aussi en tant que travailleurs du numérique. Parce qu'on s'est rendu compte, donc, avec les retours, les signataires, effectivement, que donc les anciens, ou en tout cas les fondateurs du Libre, avaient effectivement cette conscience politique dès le départ sur la façon d'utiliser la technologie.
Et que d'autres, il y a eu un espèce de déclic de dire ah ouais, mais en fait oui, c'est vrai, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Et sans jeter la pierre à qui que ce soit en disant bah, c'est de ta faute, arrête de faire ça, c'était de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Et ça a été une question qu'on a eu énormément ces dernières années, de se dire bah, en fait oui, ce que vous dites me parle, mais moi je suis dans ma boîte, bon bah voilà, on est 50 devs, je ne vois pas trop ce que je peux faire, je ne vois pas trop comment faire bouger les lignes et tout ça. Et il venait un peu sur le Discord pour se dire bah, est-ce qu'il y en a d'autres dans la même situation que moi et qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, il y avait beaucoup de réponses qui étaient un peu bah, on peut planter des graines, quoi. Dire, questionner le besoin. Moi, c'est ce que je fais au quotidien bon, pour des questions plus de numérique responsable et d'impact du numérique, effectivement, de certains produits. Mais c'est vrai que questionner pourquoi on fait ça, en fait. Quand on installe des trackers de partout, pourquoi Google Analytics et pas Matomo, par exemple? Google Analytics va vous donner des informations dont vous avez besoin, effectivement, mais elles ne sont pas anonymisées. Matomo, oui. Et vous allez potentiellement avoir exactement les mêmes stats que celles que vous utilisez au quotidien, parce qu'en fait, sur Google Analytics, il y a énormément de stats. Est-ce que vous utilisez vraiment toutes les données que vous récupérez? Et en fait, planter des graines comme ça, parfois, les clients ne sont pas forcément contre, en fait. C'est juste que on peut le faire, on sait le faire, et on ne se questionne pas, et donc on fait. Et le fait de se dire, peut-être qu'il y a des questions à se poser, peut-être qu'effectivement, une prise de conscience ne va pas passer par une forme d'émission complète. Alors après, effectivement, l'idée derrière, peut être de se dire, si vous ne trouvez pas les réponses qui vous satisfont dans vos jobs, l'avantage, encore une fois, de travailler dans le numérique, c'est qu'on a des capacités d'emploi un peu ou ailleurs, donc on peut démissionner et trouver du boulot sans trop de difficultés. Sauf peut-être pour les plus juniors d'entre nous, mais c'est vrai que les seniors n'ont pas trop de difficultés pour changer de boîte. Mais c'est vrai que positionner, poser des questions, faire entendre sans forcément sortir un discours politique dès le départ, mais de se dire qu'on a une forme de responsabilité et on n'a pas juste à récupérer des tickets et les coder sans forcément réfléchir à ce qu'il y a dessus. C'était des interventions qu'on avait beaucoup. Donc le nom On est la tech, certains slogans des manifs c'était On est là, voilà. Donc on est là.tech, si vous allez sur le site, c'est un peu ça l'idée. Avant d'ouvrir, parce que l'idée c'est une discussion, là on est en fin d'après-midi, il y a les motivés qui sont là. Juste peut-être de dire que demain la première conférence du collectif On est la tech sera hébergée ici, sera de l'autre côté, là dans une des salles. Donc il y a 80 places, normalement ça devrait être plein, mais voilà, réservez votre place. Il y a des intervenants. Il y aura quoi comme sujet? Il y aura le sujet de la maintenance, le sujet des ingénieurs déserteurs. Il y a un peu de tout. Je pense que le matin, ça va être peut-être plus politique et philosophique. Il y a des professeurs de sociologie qui interviennent aussi sur le rapport du numérique, de la politique. Hubert Guillot qui fait les algorithmes contre la sociale. Comment les algorithmes cassent potentiellement du commun plutôt que d'en créer. Voilà. Et l'après-midi sera peut-être plus sur des modèles d'organisation. En fait, comment est-ce qu'on s'organise très concrètement pour proposer des alternatives en fait totalement viables et pérennes. Hein. Mais on a pensé cette journée un peu comme effectivement des références, des socles, comme tu disais, effectivement. Le fait d'avoir des chiffres de temps en temps et des rapports. Antonio Casilli qui a écrit le livre En attendant les robots qui intervient. Il y a comment créer, sur les coopératives dans le numérique. Les coopératives sera l'après-midi justement sur des modèles d'organisation, effectivement. Il y a Kevin qui intervient sur l'offensive, un peu un sort de mouvement politique qui est un peu dans la même veine, effectivement, qu'on est la tech. Il y aura une table ronde aussi sur l'inclusion, la diversité et les femmes dans la tech en particulier. Mais l'inclusion sur les questions de handicap aussi, de minorité. Comment est-ce qu'on réussit à être plus inclusif et à faire en sorte que la technologie joue en fait un rôle aussi dans la diversité des profils. Parce que c'est quand même un monde de barbus, il faut le dire. Barbus blancs. Donc, on a essayé de faire un... Alors déjà, le premier truc, c'est que on s'organise un peu à l'arrache. On l'a fait un peu, parce qu'on avait l'opportunité. Merci beaucoup à Paydays pour l'accueil, parce que clairement, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Du coup, on a pris un peu les gens qu'on connaissait et, si possible, on va dire les plus connus, quoi. Enfin, en tout cas, les spécialistes de ces sujets-là. Puis on dit, on va leur envoyer un mail, on verra ce que ça donne. Et quasiment tous ont accepté, quoi, finalement. Du coup, on est quand même hyper content de voir que déjà, il y a un petit élan, puis de pouvoir amener des gens, en particulier le matin, qui ne sont pas du tout des gens qu'on voit dans les conférences tech habituelles, mais qui sont pourtant
très connus, qui ont toutes, passent souvent à la télé, qui ont écrit des livres, etc., qui là vont pouvoir discuter directement avec... Avec des faiseurs. Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis qui, pour certains, en tout cas, sont quand même assez forts pour vulgariser des concepts philosophiques, éthiques, etc., qui ne sont pas forcément évidents. Généralement, tu comprends mieux en les écoutant 20 minutes qu'en lisant les livres de 500 pages. Mais ouais, du coup, il y a quand même moyen que ce soit intéressant. Moi, je suis en tout cas très content du line-up qu'on a pu avoir là. Ouais. Il y aura aussi normalement une signature de livre, le livre d'Hubert Guillot, qui est coincé dans Zoom. Voilà, à qui profite le télétravail, je crois que c'était ça. Mais donc voilà, on a commandé une 50aine de livres et donc en face, il y aura une petite signature pour ceux qui veulent. Oui, puis le rencontrer. Il faisait Internet Actu. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu les articles d'Internet Actu. C'était souvent lui qui faisait ça. Donc voilà, c'est une personne très très bien. Il parle très peu, il n'aime pas trop parler en public, mais voilà, là, il fait l'effort. Est-ce que peut-être, même une discussion, un avis ou quelque chose qui vous intéresse pour finir cette discussion de votre côté? Ils sont tous cramés. C'est trop fatigant. Ouais, je t'en prie, merci. Moi, j'ai une petite question relative à l'open source et les failles de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous disent, est-ce qu'il n'y a pas un contributeur qui, à un moment ou à un autre, ne va pas inclure une faille de sécurité? Qui contrôle que dans ce package, tout va bien? Ouais, un peu le groupe. les rogue développeurs, comme on dit en anglais, les ennemis de l'intérieur, quoi. Ouais, alors je ne sais pas si c'est trop lié avec le sujet, mais je peux répondre à ça. En tout cas, sur nous, ce qu'on fait avec Symfony, qui est un des plus populaires framework web, framework pour faire des API web, des sites web et API plateforme. En gros, la plupart des projets open source sont organisés de la même manière. Tu as une équipe qui maintient le projet. Et cette équipe, c'est généralement les gens qui l'ont créé à la base ou des gens en qui les créateurs initiaux ont confiance ou qui ont contribué beaucoup à une époque ou qui ont une activité commerciale qui est liée à ça. Ça arrive beaucoup aussi. Et ces gens-là relisent tout le code qui est publié et acceptent ou non de l'intégrer. La plupart du temps, c'est quand même des développeurs très experts. Ça fait un gros filtre. Il n'empêche que, forcément, si à un moment, tu as, je sais pas, disons, une agence de sécurité à 3 lettres qui veut inclure du code malveillant dans Symfony, on ne le verra probablement pas. En même temps, s'ils veulent le faire dans un logiciel propriétaire, ils l'ont fait avec Prism dans tous les logiciels Apple, Microsoft, etc. Là, on ne peut même pas le voir du tout, donc ce n'est pas forcément mieux en termes de sécurité. À la limite, le fait que le code soit ouvert, ça permet à un moment, quelqu'un qui fait un audit ou plus spécialiste, de le voir. Donc la plupart des gros projets ont des process quand même très stricts, plus des outils automatisés, plus des consultants externes, soit bénévoles, soit payés parce que c'est des projets critiques pour tout un tas d'entreprises et d'institutions qui font en sorte que les process de sécurité soient au moins aussi bien, et même la plupart du temps mieux que pour le logiciel propriétaire. Après, comme dans tout logiciel, tu n'es jamais à l'abri d'une faille de sécurité, qu'elle ait été introduite volontairement ou involontairement. Quand tu vois les release notes là, des versions d'iOS, même dans des trucs comme iOS qui sont hyper vérifiés, où il y a des équipes dédiées avec les meilleurs spécialistes du monde, à chaque release, il y a quand même des failles de sécurité qui sont patchées. Donc c'est plutôt une question de process que de faire un truc qui est infaillible. C'est plutôt comment on la découvre, qu'est-ce qui se passe quand on la découvre. Et pour ça, en fait, la communauté du logiciel libre s'est quand même organisée depuis assez longtemps pour avoir des process standards qui permettent de gérer ça assez bien. La vraie question, qui rejoint peut-être plus le sujet d'ailleurs, c'est un moment qui paye pour ça. Parce que c'est des outils, là je parlais de Symfony, mais il y en a beaucoup d'autres. Les plus connus, c'est peut-être OpenSSL, des briques comme ça, qui ont été faits par des gens bénévoles, parfois militants, dans le but de créer un bien commun de l'humanité, faire du partage de connaissances sans intérêt mercantile. Et à un moment, ces outils sont utilisés par des entreprises capitalistes extrêmement riches, type Google, et par des institutions, des États, etc., qui en exigent. Là, il y a des polémiques en ce moment sur les exigences de sécurité, entre autres qui est du gouvernement américain sur le logiciel libre, un niveau de maintenance démentiel en termes de sécurité, sans jamais contribuer à ces biens communs-là, sans jamais rémunérer les auteurs initiaux, en mettant la pression sur les mainteneurs, etc. D'ailleurs, il y a un sujet demain sur la conférence sur qui maintient la société dans son ensemble. Ça peut être le logiciel libre, mais aussi, si j'ai bien compris, les services d'eau, d'électricité, les routes, etc. Et pourquoi c'est pas si...
Ouais, c'est un livre qui est sorti il y a récemment qui s'appelle Le soin des choses, The Care of Things en anglais, mais Le soin des choses, c'est des chercheurs français. Et justement, en fait, ceux qui maintiennent les systèmes, vous savez, on rappelait, à un moment, il y avait les agents EDF qui refusaient de faire les coupures d'électricité pendant l'hiver aux familles qui ne pouvaient pas payer, ou qui refusaient de faire les coupures d'eau, les agents. Voilà, parce qu'après tout, c'est le gars qui est sur place qui maintient, qui au final a le pouvoir. Alors, il risque son job, certes, mais voilà. Et ben dans l'open source, c'est pareil, c'est les mainteneurs qui ont le pouvoir. Alors, quand ils ne sont pas bien gouvernés et qu'ils sont peut-être malicieux, ils ont le pouvoir d'induire des choses. Mais c'est là où ce que tu disais, c'est plutôt bien gouverné, c'est des gens qui se font confiance. Il y a des pull requests, on demande à ce que le code soit rajouté. Donc il y a des gens qui vérifient s'il n'y a pas un problème. Donc voilà, c'est plutôt gouverné. Mais à la fin, c'est quand même celui qui maintient le système qui a le pouvoir, en tout cas, qui a le pouvoir au moment où il le comprend. Parce que tant qu'il n'a pas compris, il ne le sait pas, quoi. Qui a le pouvoir sur ce projet. Oui, sur ce projet. Après, ça pose quand même un peu la question plus globale qui est à un moment pourquoi le mec qui a créé LibreSSL sur lequel repose OpenSSL sur lequel repose toute l'économie mondiale, il arrive à peine à trouver une heure pour travailler sur le truc le soir quand il a le temps, alors que les boîtes, les Google, Facebook, etc., qui ont fait fortune là-dessus, leur patron est milliardaire. Tu as aussi un moment... comment sont réparties les richesses, comment elles sont utilisées. Est-ce que socialement, ce ne serait pas plus utile que ce gars-là et les gens qui maintiennent les logiciels libres et le reste des services publics, etc., soient mieux rémunérés plutôt que d'avoir quelques patrons de la Silicon Valley ou de France. Est-ce qu'il vaut mieux un éboueur ou Bernard Arnault qui est le plus utile à la société? Moi, j'ai un avis sur la question. Je ne suis pas sûr que ce soit le même que... En tout cas, ça ne correspond pas à leur rémunération respective. Mais dans le panel open source, on en parlait avant de comment le libre, qui est le libre pour tous, permet à celui qui a le plus de moyens, comme celui qui en a le moins, de bénéficier du truc. Mais c'est vrai que là, il y a eu... C'était Evenstream aussi. C'était un package open source qui était maintenu par une personne sur son temps libre, qui était utilisé par des centaines de milliers de sites. Et à un moment, quelqu'un lui a dit, écoute, est-ce que je peux reprendre le projet? Le gars il dit, bon, moi j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai pas le temps, je suis pas payé. Bon écoute, je te file le projet. Et lui, il a mis un malware, donc il a mis un logiciel de mining de Bitcoin, voilà. Et toutes les boîtes qui faisaient confiance, mais à ce seul mec qui travaillait quelques heures par mois sur le truc, que tout le monde utilisait, ils l'ont tous téléchargé dans leur process de développement. Et le mec, il a miné des bitcoins avec les infrastructures de tout le monde. Et on dit, mais pourquoi on se retrouve avec ce malware à l'intérieur? Et ils lui sont tombés dessus comme des voyous. Et il a dit, mais vous aviez qu'à me payer pour organiser le truc, vous avez qu'à le gérer vous-même. Moi, vous utilisez un truc qui est maintenu par un mec 2 heures par mois, c'est aussi votre problème, quoi. Et donc, il y a des gens qui ont dit c'est de sa faute, il aurait dû être conscient. Il y en a qui ont dit c'est pas de sa faute, ils avaient qu'à le payer. Ce qu'on appelle l'open source manager. Donc, il y a des boîtes qui essaient de manager l'open source pour d'autres, comme Tidelift ou autres, avec des modèles plus ou moins vertueux, mais qui essayent de faire en sorte que les mainteneurs soient payés pour être sûr que le truc tienne la route. Et le projet, vous étiez là au panel d'avant? Ouais, donc ce que Benjamin a partagé, les projets critiques européens. Donc là, la Commission européenne, elle leur a demandé de regarder quels sont les projets critiques pour la stack européenne, pour être sûr que l'Europe finance et aide les communautés open source qui maintiennent ces projets-là à rester sous gouvernance européenne et à avoir les moyens de maintenir le truc, sans dépendre des sponsors. Donc il y a des choses qui sont faites pour éviter une mauvaise gouvernance des projets, Mais voilà, mais à la fin, c'est les mainteneurs qui décident, C'est sur le projet en tout cas. Les droits commit, les benevolent dictators. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Même une remarque, ça peut être une idée de votre côté, ce que vous voulez, c'est ouvert. Bonsoir. Vous avez parlé d'économie, de communauté, de plein de choses. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous posez des questions, est-ce que vous posez aussi des questions sur le sujet du Web3? Si oui, comment? Dans vos initiatives respectives. Au nom du collectif ou au nom de chacun des projets? Les deux? Dur. On peut donner notre avis, mais le collectif, en général, il donnerait un avis concerté, disons ça comme ça. Mais, ouais. Je suis pas sûre qu'on en ait trop parlé au sein de la tech. Mais... Je pense pas. Non. On peut donner notre avis. En l'état, on peut donner notre avis, si vous voulez. Mais notre avis à nous. Je ne sais pas si vous voulez y aller, Kevin. Mais... Alors, je vais faire un peu d'autopromo au Symfony Live, que tu connais assez bien comme conférence. J'ai fait un talk sur le sujet, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, qui s'appelle Web3 ou Web 3.0, pour distinguer justement le Web 3 des NFT, des entrepreneurs crypto, avec tous les impacts
hyper négatifs d'un point de vue écologique qui peuvent être liés à la blockchain, puis surtout la philosophie de l'outil qui est quand même rendre tous les aspects de la vie monétisables et en faire quelque chose d'hyper commercial, etc., opposé au Web 3.0 de Tim Berners-Lee, le créateur du web, qui finalement part des mêmes concepts techniques. Il dit voilà, il faut éviter, les constats de base, c'est le même, c'est que le web soit ultra centralisé et entre les mains de quelques gros acteurs, tous américains de la Silicon Valley, qui peuvent décider de censurer, de mettre en avant ce qu'ils veulent, d'invisibiliser ce qu'ils veulent, de décider qui sera riche ou ne le sera pas, qui va gagner les élections ou qui va les perdre, etc. C'est un énorme problème. Du coup, il faut casser ça. C'est aussi un peu le but du Web 3. Sauf que plutôt que de rendre tout absolument monétisable et de tout baser sur finalement une vision du monde libertarienne, quoi, pour le faire, il y a des technologies qui sont plus décentralisées que distribuées, qui permettraient, sur le modèle de Mastodon, qui en est le plus gros exemple, hein, d'avoir chaque communauté avec des incitations qui ne sont pas forcément commerciales, qui peuvent être communautaires, associatives, politiques, etc., puissent mettre en place ces serveurs, les gérer collectivement avec des technologies plus classiques, plus respectueuses de l'environnement, etc. Et faire en sorte que la technologie soit conçue de base pour que d'un côté, elle soit très difficile, voire impossible à censurer, que chaque communauté puisse en avoir le contrôle, etc. Exactement sur le modèle de Mastodon qui utilise le Web 3.0, hein, de toute façon, techniquement parlant. Le protocole ActivityPub, ça utilise RDF, tous ces machins-là qui font partie du Web 3.0, mais en même temps, en donnant un aspect non commercial, communautaire, etc., un peu dans l'esprit des origines du web, et en incitant les gens, plutôt qu'avoir un truc où personne ne peut absolument avoir le contrôle, et que du coup, il faut des trucs très complexes techniquement pour le mettre en œuvre, et une débauche d'énergie, et puis surtout qu'à un moment, vu qu'il faut payer, tout est payant. Plutôt d'organiser ça de manière communautaire, associative, avec des trucs comme les chatons en France, là, les hébergeurs militants et associatifs qui décident de se mettre en commun pour acheter un serveur et le mettre à disposition des associations, des maisons de quartier du coin, etc. Bon, moi je pense que c'est plus intéressant cette technologie-là, et en plus tout aussi efficace techniquement parlant, voire plus efficace, parce que rien pouvoir supprimer, ça peut être un problème aussi. Et voilà, donc il y a pas mal d'alternatives. À un moment, tu peux te demander pourquoi le truc qui est quand même assez bien conçu, assez déployé assez largement, qui marche comme tout ce qui est autour d'ActivityPub, Mastodon, même le projet Solid, etc., qui sont quand même promus et créés par le créateur du web lui-même, qui sont complètement invisibilisés dans les conférences tech, etc., alors que les machins de crypto bro de la Silicon Valley, avec Coinbase et compagnie, les autres qui font, c'est que des pyramides de Ponzi, etc., ça t'as que ça partout, alors qu'en plus ça marche pas. Techniquement, le Web 3.0, même OpenSea, les données, elles ne sont pas stockées dans la blockchain. Donc, c'est quand même pas si... Et pourtant, tu vois que ça. Et tu vois que ça parce que l'argent, les levées de fonds, elles vont vers ça, elles ne vont pas vers Mastodon. C'est aussi un problème. Ouais. Non, moi, je pense qu'effectivement, sur le tournant du numérique, on en a parlé un peu au début, mais de toute façon, on va être très vite limité par les ressources planétaires, dans tous les cas. Donc, de toute façon, il va falloir faire des choix. Et en fait, il y a des choix qui ne vont pas être soutenables. D'un point de vue Smart City, tout ça, en fait, juste, c'est pas possible. Il y a des terres rares, il y a des métaux rares qui sont utilisés aujourd'hui pour faire fonctionner tous les matériels électroniques et connectés, qui, de toute façon, ne seront plus accessibles d'ici les 5 à 10 ans à venir. Donc, de toute façon, c'est vendre du vent, mais ça ne tiendra pas. Et le tournant, il va être soit choisi, soit de l'organiser, soit de remettre de l'humain aussi au service du numérique, parce que le numérique, c'est un outil, en fait, pour connecter les gens et peut-être faciliter la vie des gens, automatiser les tâches qui sont reloues et effectivement gagner du temps de vie, d'interaction, d'intérêt, d'intelligence. Plutôt qu'effectivement faire potentiellement plus de travail dans moins de temps et donc faire gagner plus d'argent à une personne qui utilise le travail des autres. Donc l'idée, effectivement, c'est de se dire quel est le choix aussi humain qui va être donné à faire sur le tournant du numérique qui va être de toute façon à faire. Et ça, c'est Jean Covici, pour ne pas le citer, effectivement. Là, en fait, on arrive sur une limite des ressources qui de toute façon va nous obliger à repenser aussi comment on travaille, comment est-ce qu'on utilise le numérique, quelles sont les priorités et quelle va être aussi la façon dont on va pouvoir maintenir ces services-là
avec peut-être moins de ressources, peut-être plus de gens, plus de travail, ou alors moins de temps, peut-être retrouver les fonctions principales et pertinentes qui sont utiles, et peut-être dropper celles qui servent à rien et qui prennent de la place sur les serveurs. Donc je pense qu'à mon avis, le tournant, il va être aussi de ce côté-là, tu vois, de repenser un petit peu les priorités et repenser la façon dont on travaille ensemble. Je suis content, on est à peu près alignés, donc tant mieux. En très court, moi je dirais, soutenabilité du numérique, à un moment, l'empreinte carbone de faire tourner autant de choses. Parce qu'en fait, vérifier de manière décentralisée les choses, type blockchain, voilà, ça coûte énormément d'énergie, même s'il y a d'autres méthodes de preuve, voilà, donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, l'argent arrivait trop tôt en fait. Moi je pense que si Tim Berners-Lee avait fait un business plan et avait vu des investisseurs en disant le web ça va devenir un gros truc, il y aurait eu plein d'argent, on n'aurait pas eu le web qu'on a eu. Voilà, moi c'est mon avis. Donc là où le web 3, il y a trop d'argent qui arrivait trop vite, on vend des tokens et pas d'usage. Il y a quelqu'un, j'ai bien aimé, il a fait un tweet, il a dit regardez ChatGPT, donc c'est pas GPT chat là, si vous avez vu, en une journée ça a eu plus de use case que 10 ans de blockchain. Vraiment, hein, c'est juste et là moi aujourd'hui je fais partie d'un think tank sur le métavers, les Web 3 et les cryptos, où moi je suis assez critique là-dessus, mais je discute avec eux, qui s'appelle justement Controverse, et métaverse, Controverse, voilà, vous voyez le nom, et justement l'idée qui est derrière, c'est oui, là, moi j'attends un projet, à part Bitcoin, qui est une réserve d'argent, voilà. Mais j'attends le projet qui viendra me prouver que le but c'est pas de vendre le token. Voilà, j'attends le projet. Il y a vraiment Ethereum un petit peu, voilà, ok, certains usages et encore, mais le reste, tous les projets crypto que j'ai vus. Moi j'ai lancé mon projet crypto en 2013. J'étais dans la Silicon Valley en 2013, j'avais lancé le truc. Voilà. Toujours en avance, ça sert à rien d'être en avance. Mais c'était sur l'identité, tout ça. J'y croyais au début, l'utopie, mais là on a vu. Là, le marché qui s'est écroulé des cryptos, c'est parce que c'est Wall Street, c'est l'argent de Wall Street qui ressort. C'est tout. Le truc, 80% de pertes, c'est parce que les gens ont spéculé dessus. Donc voilà, je pense que l'argent est arrivé trop tôt pour permettre à l'utopie de se réaliser. Voilà, mais il y a des choses intéressantes, et voilà. Mais c'est dommage, il n'y a pas eu des activistes. Les activistes se sont fait attraper trop vite dans l'utopie qui était derrière, et l'argent arrivait trop tôt, et je pense qu'il a tué l'utopie, quoi. Voilà. Donc je n'y crois pas. J'aurais aimé y croire, mais je n'y crois pas. Et pour la petite blague, on a deux choses. J'avais bien aimé, c'était quelqu'un qui avait dit vous avez un projet avec une autorité, très bien. Vous essayez de décentraliser l'autorité via une blockchain. Donc vous avez un projet, vous avez un problème de marché, d'accord. Vous essayez de le vendre. Vous le faites via une blockchain. Vous avez un problème de marché, de mining, de communauté, de stabilité, de sécurité. Et il faisait la liste de tous les nouveaux problèmes qu'il y avait en gérant le truc. Donc voilà, si vous n'avez pas une autorité à décentraliser, ou sur laquelle tout le monde est d'accord, et sur lequel il y a un intérêt de tout le monde, ça marchera pas. Voilà, moi, c'est mon avis, et il y en a très peu des choses comme ça, parce qu'on aime la loi. Les gens qui essaient de décentraliser pour que le groupe décide sans la loi, ben, la loi c'est bien aussi, hein. Voilà, je pense qu'il y a très peu de choses qu'on veut décentraliser autant, voilà. Mais il y en a des choses intéressantes. Voilà. On a peut-être le temps pour une dernière question, voilà, remarque, ce que vous voulez. Avis. Controverse. Chanson, controverse, poème. Oui. Bon, déjà, merci Mehdi pour les jeux de mots. Ce que je voulais dire, c'est, je ne sais pas comment le formuler, c'est quand même marrant que ce soit des gens de la tech qui finalement prêchent pour du low-tech ou du no-tech. Ouais, quand même. Ouais. Et du coup, parce que c'est une des questions que je me pose au quotidien aussi, c'est ce paradoxe de dire, moi aussi j'ai des convictions comme les autres, mais je travaille dans la tech. Ouais. Donc derrière, je suis néfaste. Et comment vivre avec ça, quoi. En fait, c'est pas évident parce que bon, je m'intéresse aussi à est-ce qu'il faudra faire ce retour en arrière. C'est vraiment des questions compliquées, quoi. C'est des questions humaines, et comment vous le vivez, en fait, parce que vous êtes des gens de la tech, vous êtes quand même bien dedans, et puis derrière, vous prêchez un peu. Voilà, et puis pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, je voulais aussi dire, vous parliez de la crise un peu des experts, mais je trouve qu'elle est plus générale. Donc, est-ce que vous êtes aussi impliqué avec d'autres domaines que la tech, que la nôtre, quoi, je veux dire, que l'informatique et des choses comme ça, parce que je trouve que la crise des experts dans les politiques, elle est générale, hein, je veux dire, il n'y a plus de politiques experts, donc ils font confiance à des gens, on se demande à qui, parce que quand on voit les résultats et quand on voit les choses, on se dit c'est assez dramatique, donc je me dis, il y a peut-être même une communauté à monter avec des physiciens, des biologistes, en tout avec cas, Étienne Klein en particulier. Voilà, donc je voulais juste apporter ça. J'ai compris la référence. Voir ce que vous en pensez.
Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. La première sur effectivement le low-tech, le slow-tech peut-être. Et puis effectivement les communautés un peu plus larges de techniciens. Pour ce qui est effectivement de la low-tech, alors cette question-là, je pense qu'on se l'est posée, en tout cas chez Fairness, on se l'est tous posé, c'est clair. Maintenant, on aurait pu se dire, bon, bah vas-y, on arrête tout, on va élever des chèvres dans le Larzac. L'idée, c'était aussi de se dire qu'en fait, pour nous, l'outil numérique peut servir à quelque chose. Et que ce n'est pas un outil qui est entièrement à jeter. Le web standard, le partage de connaissances, l'automatisation des tâches, les services publics qui reposent aussi beaucoup sur des outils numériques, méritent d'avoir des gens qui font le travail correctement. Et on n'a pas envie d'abandonner le numérique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des projets, et c'est peut-être les présentations d'introduction où nous disons, bah voilà, il y a des projets sur lesquels nous, on ne va pas. Juste parce que notre cerveau et notre intelligence est trop importante pour qu'on dédie du temps à des projets qui sont nocifs peut-être et qui ne vont pas améliorer l'habitabilité du monde. Par contre, il y en a d'autres qu'on est content d'aider. Et qu'on est content d'aider de la façon la plus sobre, la plus efficiente, la plus pérenne possible. Et c'est en ça que le fait de faire du numérique responsable, en travaillant avec les clients avec lesquels on travaille et pas pour des clients, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux, on essaye de comprendre leur métier, on essaye de les pousser dans le retranchement le plus possible. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus simple ? Parce que ça, ce sera déjà plus facile à maintenir, ce sera plus long dans le temps. Déjà, vous réduisez aussi les failles de sécurité. Et en plus, vous allez pouvoir faire en sorte que vos utilisateurs n'aient pas à changer de device pour utiliser votre logiciel parce que ce sera encore plus léger. 80 à 90% de la pollution qui est liée au numérique, en fait, c'est les devices de vos utilisateurs. Les data centers, on s'en fout. Les mails, on s'en fout. Le problème, c'est de changer de téléphone tous les 2 ans, c'est changer d'ordinateur, c'est de connecter les maisons, c'est tout ça, en fait. Et le problème, c'est que vous ne changez pas de téléphone parce qu'il ne marche pas et qu'il est cassé, vous changez parce qu'il rame. Et il rame parce qu'il a des applications trop lourdes, il a trop de données à charger, il a trop de mises à jour qui ne servent à rien, et il galère, et donc vous passez à l'iPhone 14. Le problème, il est là. Parce que quand vous achetez un téléphone neuf, il fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans votre poche. Donc le truc aujourd'hui qu'on fait, c'est de se dire déjà sur quel projet on travaille. Donc, principalement aujourd'hui, c'est des services publics en fait. Mais ça va être des services publics qu'on choisit aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas bosser sur tous les ministères. On bosse en particulier avec le ministère de la Transition écologique aujourd'hui, des services type Radio France, enfin voilà, beaucoup de sensibilisation, de formation aussi aux impacts du numérique sur l'environnement et énormément de sobriété dans la réalisation des projets. Parce que le numérique, pour nous, c'est vraiment un outil qui peut aider à faire changer les choses, qui peut recréer du lien humain, qui peut être quelque chose qui va changer des choses, changer la vie des gens, automatiser des tâches et aider les gens à mieux travailler. Et surtout sur des projets qui, à mon avis, vont fédérer et améliorer la transition pour l'ensemble des personnes et des utilisateurs qui vont utiliser nos plateformes. Donc c'est la façon dont, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on lâche tout ? Ou est-ce qu'on fait en sorte qu'effectivement cet outil soit le plus utile le plus longtemps possible à nos concitoyens, que ce soit français ou européens ? Oui, je me permets. Ouais. Non, mais après, c'est pas de la low-tech partout, forcément. Quand c'est possible, quand ça a un intérêt, quand c'est inutile de dépenser des ressources, voilà, on peut penser soutenable ou ce genre de choses. Moi, mais par exemple, une AI qui permet à un médecin de mieux diagnostiquer un cancer, si elle doit consommer un peu des ressources, voilà, mais qu'est-ce qu'on gagne ? C'est toujours une logique d'ingénieur. C'est vraiment qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on y perd quand on fait les choses. Par contre, moi, ça me rappelle, je crois que c'était Apple qui volait des ingénieurs à Google en utilisant cet email. Ils ont envoyé le même email, ils disaient « Est-ce que tu vas passer les 40 prochaines années de ta vie à essayer de faire cliquer les gens sur des pubs ?» Et ils envoyaient ça voilà, en disant « Venez travailler chez Apple. » quoi. Bon, je ne dis pas que c'est mieux ou pas, mais je disais juste qu'ils essayaient de montrer aux gens que là, ils étaient en train de maintenir un modèle qui était là, faire cliquer des gens sur des pubs et mettre les meilleurs cerveaux de la planète sur le numérique à faire quelque chose qui, au final, même si, attention, Google, c'est un très bon endroit pour faire connaître son business et Google AdWords, ça marche, hein, mais malgré tout, c'était ça. Il dit, est-ce que tu n'as pas envie de passer ta vie à faire autre chose que ça, quoi, voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de re-questionner
la majorité des usages, la majorité des compétences, est-ce qu'elles sont le mieux allouées pour les sujets. Et c'est surtout, parce qu'on fait à PayDays, on fait un challenge sobriété numérique, dans lequel tu partis, Hélène. Moi, j'ai essayé de le résumer. Honnêtement, c'est pas réduire la contrainte numérique de certaines boîtes qui va changer la face du monde, mais ça fait sa part. Mais ça permettait à beaucoup d'ingénieurs qui ont des convictions de venir à 9h le matin et de dire eh ben je les mets pas je les laisse pas à la porte de l'entreprise pour les retrouver à 18h. Ça me permet d'allier mes convictions avec mon travail. Et en fait, beaucoup d'entreprises qui ont participé à ce challenge m'ont dit que eh ben, en termes de recrutement, ça les avait aidés parce qu'elles permettaient d'attirer des talents qui ne voulaient plus travailler dans certaines conditions et ainsi de suite. Donc au final, voilà, si ça doit venir par la crise des talents, pour que des boîtes changent et arrêtent de dire qu'elles font de l'écologie parce qu'elles mettent des mugs au lieu des touillettes en plastique et tout ça là. Voilà, en tout cas, c'est ça l'idée. Mais moi, je me rappelle quand Jancovici est intervenu, il y avait une personne dans le public qui a dit moi, ma start-up, elle a mis des touillettes en bois au lieu d'en plastique. Wow. Mais je vous promets que c'est filmé. Hein. Et Jancovici était un peu en mode ouais, bon. Il y a du boulot. Ça fait 18 ans que je fais le même discours, putain, et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais après, sur la communauté des experts et des techniciens qui était un peu plus large, après, je pense qu'effectivement, la prise de conscience des ingénieurs ou des heurteurs, par exemple, rejoint un peu ce mouvement-là. Je pense qu'on n'est pas prêt pour la génération qui arrive, surtout. Je pense qu'effectivement, la génération Greta, on va en prendre plein la tronche, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que les convictions, effectivement, eux, ils n'auront pas l'option, on les pose à l'entrée, on va aller bosser. Donc, de toute façon, on va être obligé de bouger. Et je pense que le mouvement, en tout cas, quand nous, on a été un peu effectivement surpris par une tech qu'on pensait vraiment dépolitiser complètement, et de se retrouver avec des pairs qui se disaient bah oui, je me pose les mêmes questions, mais je ne sais pas comment bouger. Tous ceux qui travaillaient pour l'État, ouais. Dans les, on va pas dire où, mais ouais. dans quelques agences de l'État, et qu'on signait le truc et ils ont eu des embrouilles. Ouais. Et ils ont sont venus toquer, ils ont fait mais tu travailles pour l'État et tu signes ça. Et ils ont dit oui, on signe ça. Bon, ils ont dû enlever leur affiliation, mais voilà. En fait, quand tu demandes, il y a beaucoup d'ingénieurs, d'architectes qui en fait disent ouais, j'avoue, j'aimerais contribuer à autre chose de mieux. Mais j'ai un crédit à payer, j'ai une famille, j'ai une carrière, tu vois, voilà. Et ben là, l'idée, c'est d'aligner les deux, de dire que conviction et travail de qualité, de performance, d'ingénierie, ça peut y aller, mais donc c'est aussi aux boîtes de proposer quelque chose de différent, parce que maintenant, les clients aussi veulent des choses différentes. Donc en fait, c'est vertueux. Si les clients sont convaincus et que les salariés veulent autre chose, ben les boîtes, elles seront obligées de faire de nouveaux produits parce qu'elles ne pourront pas recruter ou pas vendre, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est commencer ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et ces intimidations, parce qu'on peut appeler ça comme ça, dont tu parlais juste avant, ça peut aussi, pour moi, répondre à la première question sur la place de la technologie. Le problème, c'est pas la technologie. La technologie, c'est super bien, enfin, qu'on puisse ne plus faire des travaux pénibles dans les champs, qu'on puisse remplacer les caissières. Si les Américains arrivent vraiment à faire des progrès sur la fusion nucléaire, à avoir une source d'énergie quasi infinie, tout ça, c'est des trucs qui permettent à terme de vivre mieux, de travailler moins. Ça peut être utilisé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que commence le manifeste « On est la tech » par la technologie peut être une chance pour l'humanité. Le problème, c'est pas la technologie, c'est ce qui en est fait et c'est qui la contrôle. Ce qui est en train de détruire la planète, c'est pas la technologie. Au contraire, vu comment on l'a abîmée, il va falloir probablement en avoir beaucoup de technologie pour essayer de réparer un petit peu les dégâts. Le problème, c'est le capitalisme. C'est qui contrôle cette technologie et à quoi elle sert. Elle pourrait servir à ce qu'on travaille tous beaucoup moins, à ce qu'il y ait moins d'éboueurs, il y ait moins de travaux pénibles, et machin. Elle sert à enrichir quelques personnes qui, du coup, on pourrait te faire un téléphone qui dure 15 ans, donc techniquement on en a les capacités, oui. Sauf que ça rapporte moins d'argent à ceux qui contrôlent la technologie, et du coup on va préférer t'en vendre un par an en détruisant toutes les ressources naturelles qui vont avec pour ça. Donc la question à un moment, pour moi elle ne doit pas se poser dans ces termes, est-ce que la technologie elle est trop loin, ou est-ce qu'il faut revenir en arrière, etc. C'est plutôt qui a le pouvoir. Cette technologie qui est un outil, comment elle est utilisée. Alors après, bien sûr, il y a des technologies plus néfastes que d'autres. Il y en a qu'on ne devrait probablement pas concevoir, etc. C'est des débats philosophiques de longue date et qui méritent d'être posés. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que frapper sur le marteau parce que ça peut tuer, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux frapper sur celui qui tient le marteau, quoi.
Plomber l'ambiance. En tout cas, voilà, bon, c'est des sujets. Et demain, parce qu'on arrive à la fin, mais demain, donc dans l'une des salles en face, voilà, le collectif Fonder la Tech, voilà, invite des chercheurs, des penseurs, des ingénieurs, des gens qui font aussi de coopératives, des outils collaboratifs et qui sont dans l'action justement pour essayer de comprendre comment la communauté tech peut se conscientiser pour faire des choses différentes et qui peuvent être high-tech. Hein. Elles peuvent être high-tech, au contraire. Elles peuvent être high-tech, mais pourquoi ? Voilà. C'est un collectif qui se pose la question ils savent faire le comment, ils veulent juste poser la question du pourquoi. Voilà. Si vous me permettez de le résumer comme ça, voilà, ça peut déjà servir. Voilà. Je vous remercie. Voilà, Merci super. à tous. Merci à vous.